Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités, eh bien devenirtriathlète.com/club, c'est là où tu trouveras toutes les informations. Allez, on arrête de parler, on se lance dans la 3e saison du podcast Devenir triathlète. C'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors aujourd'hui, on va innover un petit peu. Déjà, on va parler de triathlon évidemment, mais on va aussi parler d'un autre sport qui est aussi un sport enchaîné. Mais surtout, on va le faire avec 2 invités. Tout comme on co-anime le podcast à 2 avec mon compère Olivier, et bien là, on va avoir 2 invités. Mais comme je l'ai dit, nous sommes 2, donc déjà, je salue Olivier de Scooter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano, salut à toutes et à toutes. Et bien évidemment, nous avons nos 2 invités. Je veux parler de Angèle Duhem et Pierre-Louis Sénéchal, 2 swimrunners français qui performent en ce moment, qui ont déjà eu l'occasion d'aller faire un petit tour dans la mythique compétition d'Otilo. Donc salut Angèle, salut Pierre-Louis. Bonjour à tous. Salut Olivier, salut Hermano. Alors vous le savez tous les 2, nous avons une tradition sur ce podcast, c'est de tendre le micro à notre invité ou plutôt à nos invités pour qu'ils se présentent. Soyons gentlemen, on va commencer par Angèle. Alors Angèle, dis-nous tout, qui est Angèle Duhem? Et puis après je te laisserai passer le micro, le témoin, le relais, la longe à Pierre-Louis pour qu'il se présente. Donc Angèle, qui es-tu? Bonjour, donc moi c'est Angèle Duhem, j'ai 28 ans, je suis professeure de PS en collège depuis 7 ans maintenant et je pratique aujourd'hui beaucoup de swimrun, un petit peu de triathlon aussi quand même. Voilà, j'ai d'abord fait de l'équitation, de l'athlétisme un petit peu. Après, j'ai goûté un petit peu au trail, puis au triathlon. Et puis, quand on s'est rencontré avec Pierre-Louis, on s'est dit que il fallait absolument qu'on fasse des compétitions à 2. Donc, on a commencé par des run and bike. On a testé un swimrun pour s'amuser en vacances. Et puis, on y a pris goût. Et depuis, on ne fait que ça ou beaucoup du swimrun, quoi. À toi. Alors Pierre-Louis, 31 ans, donc je suis professeur de PS aussi en collège depuis le même temps qu'Angèle. Ancien footeux de base, un petit peu de course à pied et puis très vite au triathlon pendant nos études de fac. Et puis quand on s'est rencontrés avec Angèle, même histoire, hein, ça a été une évidence de partager une discipline et le swimrun s'y prêtait bien. Et voilà, en parallèle, on gère aussi un club de triathlon donc dans les Hauts-de-France qu'on dirige tous les 2 et voilà, une autre aventure à côté de notre travail. Donc ensemble au quotidien, dans la vie, dans le sport et dans les compétitions sportives. Voilà, c'est ça. Tout le temps, inséparable. Et dans le même collège aussi ou non, du coup vous êtes dans 2 établissements séparés? Ouais, on est dans 2 établissements séparés. Angèle est dans le Nord et moi je suis dans le Pas-de-Calais. Mais on fait en sorte d'avoir le même emploi du temps pour pouvoir quand même s'entraîner en même temps, etc. Bon, c'est pas mal comme organisation. C'est un sujet qu'on a aussi un petit peu abordé avec Olivier dans au tout début du podcast et aussi dans le livre Devenir triathlète. C'est un peu la question du management du temps, de la gestion du temps. C'est vrai que quand on est 2 à partager la même passion, ça facilite quand même pas mal de choses. Ouais, ça facilite pas mal de choses. Alors, on a cet avantage-là d'avoir la même passion, les mêmes envies, et en effet, le métier qui s'y prête bien aussi, avec le temps libre à côté. Donc voilà, on sait que on a réussi à agencer nos emplois du temps pour pouvoir avoir du temps disponible ensemble, et on consacre beaucoup de temps à l'entraînement grâce à ça. Puis du coup, dès qu'il y en a un qui est pas trop motivé, l'autre arrive à le motiver. Donc et inversement, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Donc c'est vrai que c'est tellement plus simple en fait de s'entraîner à 2. Maintenant, quand on doit aller faire une séance tout seul ou toute seule, c'est pas simple quoi. Ça passe pas pareil. Bon, on va revenir un petit peu plus dans les détails justement du sport que vous pratiquez et en particulier le swimrun. Bon, malgré tout, le swimrun c'est un sport qui est pas très vieux, c'est assez récent, hein, ça date d'il y a quelques années, je dirais même pas une décennie. Et comme tu l'as dit, Pierre-Louis, avant tu t'es testé un petit peu au triathlon. Angèle, toi
t'es venu comment dans ce sport et qu'est-ce qui a fait que finalement vous êtes tombé les deux pieds et les deux bras dedans, parce que dans le swimrun on met quand même pas mal les 4 membres à contribution tout au long de la compétition. Ben, moi j'ai commencé par la course à pied, je courais régulièrement, après du coup un petit peu de trail. Après les études, je me suis dit, bah allez, je vais me mettre au triathlon parce que j'avais pris la natation aussi pour le concours de prof, donc je m'étais dit, allez. Et en fait, bah ouais, triathlon, j'ai fait quoi, 3 4 années avant de me mettre au swimrun. Et puis en fait, bah, j'ai toujours préféré nager et courir. Et quand avec Pierre-Louis, on s'est dit, bah allez, c'est l'occasion de faire des courses ensemble. Voilà, on a vraiment fait le premier swimrun pour découvrir en se disant, ben, on en fait un et puis voilà. Et en fait, ben, ouais, on en a fait un et on y a vraiment pris goût et on a continué. Mais donc, ouais, en fait, un parcours ouais, assez classique, tardif, mais. On fait comment pour se mettre au swimrun? Je sais pas, il y a quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui a priori font du triathlon ou en tout cas sont un minimum intéressés par le tri. Tout le monde n'a pas fait du swimrun. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un premier? On s'inscrit déjà, on cherche où est-ce qu'on trouve les courses? À quoi est-ce qu'on doit faire attention en termes d'équipement aussi? Comment est-ce qu'on commence à s'entraîner? Ça se passe comment tout ça? Alors, il y a eu beaucoup de questions en une, mais alors nous, comment ça s'est passé? Déjà, on est arrivé au swimrun. Alors, moi, il y avait aussi, je suis moins rouleur que les deux autres. C'est-à-dire que le vélo, ça prend du temps et voilà, c'est aussi un budget à gérer et compagnie. Et voilà, on était déjà plutôt plus coureur et même un peu plus nageur, donc ça s'y prêtait bien. Et puis après, bah, on a fait un petit peu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, les reportages qu'on a pu voir d'Intérieur Sport et autres, ils nous ont tout de suite un petit peu attirés. Et puis on est tombé sur Swimrunman qui se déroulait au mois d'août en montagne. C'était une destination de vacances. Donc voilà, on s'est lancé là-dessus sur un format classique au début. Et en termes Attends, de... excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est quoi un format classique en swimrun? Alors, bah, le format classique chez Swimrunman, c'est C'est la distance moyenne en Ouais. fait. Eux, ils font toujours un format ultra, un format classique et un format sprint. Donc nous, on a commencé par un format classique. Mais c'est vrai que pour se lancer là-dedans, c'est surtout, on a vu sur les réseaux sociaux ou à la télé des reportages, des petits teasings, quelques minutes qui donnent envie, qui présentent des paysages ben, incroyables. Parce que c'est ça aussi, quand même une grosse différence pardon, avec le triathlon, c'est qu'on évolue en pleine nature sur des chemins qui sont des fois inaccessibles si on n'est pas... Enfin, on peut pas accéder à ces chemins-là si on n'a pas nagé avant pour arriver à cet endroit-là. Donc c'est vrai que quand on voit ces paysages et qu'on se dit bah allez ouais moi aussi j'ai envie de me retrouver à tel endroit en pleine nature, ben c'est ça qui nous a nous en tout cas donné envie de sortir un petit peu du bitume quoi. Et le format classique, Olivier, ça en gros en course à pied, ça mettait combien? Il y Bah avait ça là, mais dépend. celui-là, en l'occurrence de Lafray, il y avait 4,5 de natation et 18 à pied quoi. voilà, au cumul. Ça c'est format ouais, moyen. Ok, ça c'est la distance moyenne du coup en swimrun. Voilà, Ouais. c'est ça. Après, C'est ce qu'on peut considérer un M sur un triathlon, quoi, en gros. plus ou moins 15% quoi pour Ouais. chaque discipline. Attends, tu dis plus ou moins 15% pour chaque discipline? J'ai pas compris. Ouais. C'est-à-dire, bah, ça peut être un format moyen, ça peut monter jusque 22 km à pied, 23. Ah Et, oui, oui, d'accord, c'est l'intervalle. ouais, D'accord, voilà. d'accord. Ouais. Ok. Oui, oui, parce qu'évidemment, bien sûr, c'est pas des circuits standards, parce Ouais. qu'on fait un peu avec la nature. En général, souvent, c'est dans des lacs ou avec des îles, enfin voilà. On va y revenir un petit peu, mais juste pour vraiment bien mettre le contexte. Donc ça, c'est la distance moyenne. Il y a des sprints aussi qui sont plus courts que ça. Ouais. Ça va être au total 12 km en comptant natation plus course à pied. Ça va être ça, 12, 24 et après les plus longs, ça va être au minimum 35 s'il y a beaucoup de dénivelé et ça peut aller ben, jusque l'ultra qui fait 24 heures. Ouais, après, comme tu dis, ça dépend aussi forcément du terrain. Si c'est un terrain où ça grimpe beaucoup, bah, les distances à pied se réduisent un petit peu. Mais c'est pas encore sur les longues distances et les ultras, c'est pas encore trop cadré comme en triathlon. C'est-à-dire que il y a aussi une petite liberté là-dessus quand on arrive sur les longues distances.
Nous, on le voit en Belgique, quand on va faire des plus longs swimruns, voilà, c'est assez libre, quoi. C'est vraiment les formats sprint et les formats classiques, entre guillemets, type M. Là, c'est encore un peu cadré quand c'est aussi labellisé par la Fédé. Mais sinon, tout ce qui est ultra, il y a quand même une bonne liberté, à la fois dans la pratique et dans l'organisation, quoi. Ce qui est cool aussi, parce que ça permet vraiment d'une longue course à une autre, finalement, de passer des fois 4-5 heures d'effort et des fois 10 ou plus. Alors que ça, sur la même distance, quoi. Bon, si on devait le comparer, oui, effectivement, ça ressemble plus à du trail voilà. qu'à la course à pied sur route, où là, pour le coup, c'est quand même très standard. Ouais. Il y a quand même un élément on est rentré direct dans le vif du sujet, mais on n'a pas détaillé ce que c'était finalement que le swimrun. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on en a déjà parlé. Moi, j'ai déjà un petit peu parlé de mon swimrun Agrippa qui aura lieu en mai 2023. Malgré tout, vous, de votre œil de pratiquant, qu'est-ce que c'est pour vous un swimrun ? Est-ce que c'est la même chose qu'un triathlon ? Est-ce qu'il faut être plus qu'un triathlète pour pouvoir faire du swimrun ? Ou est-ce que finalement, à votre avis, c'est ouvert à tout le monde ? Alors, modulo les distances, évidemment. Mais c'est vraiment différent du triathlon. Le swimrun, c'est on sait jamais ce qui va vraiment se passer parce que on est en pleine nature, on est dans un milieu complètement naturel, donc on est aussi contre les éléments. On sait pas comment va être, si on est en mer, comment va être la mer ce jour-là, etc. Swimrun, on est à deux, toujours à deux. On doit être éloigné maximum de 10 mètres en course à pied et la même chose en fonction des courses en natation. Donc pour ça, on peut s'attacher si on veut, on peut se longer, mais on peut aussi ne pas se longer. Même chose, on utilise, nous en tout cas, on utilise un pull buoy et des plaquettes pour aller plus vite, parce que comme on nage avec nos baskets et on court avec nos lunettes de natation, on a le droit du matériel pour pouvoir justement compenser le fait de nager avec ses baskets par exemple. Donc on utilise un pull buoy et des plaquettes, ça encore une fois c'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que c'est un parcours d'une distance X en fonction du format de la course du jour, à parcourir 100% à deux. Donc les galères c'est à deux, les coups de mou c'est à deux, et en même temps on peut se rebooster l'un l'autre et fêter l'arrivée et la finish line à deux aussi. Donc voilà, après ça se développe aussi du swimrun en solo, hein. De plus en plus il y a pas mal de courses où ils proposent un format solo. Pour le coup on n'a pas testé, donc on voudrait pas. C'est vrai qu'on s'est tellement habitué à faire des courses à deux qu'on a du mal à s'imaginer partir autant de temps sur un effort tout seul. Voilà. Tu veux c'est aussi souvent à la base un sport d'équipe parce que potentiellement tu te retrouves quand même dans des endroits un peu périlleux où encore le trail, à la limite au pire, tu tombes, à moins que tu tombes dans une falaise. Moi, a priori c'est quand même un peu moins dangereux, mais c'est vrai que typiquement, tu as un malaise au milieu de l'eau, au milieu d'un lac, quand tu es tout seul, ça peut être plus compliqué. Donc c'est vrai que ça explique aussi pourquoi le swimrun à la base était plutôt un sport d'équipe. C'est vrai que c'est rassurant. C'est ça, et puis il y a aussi je trouve une petite connotation d'esprit raid nature, c'est-à-dire que on est par deux, on est une équipe, c'est-à-dire on doit partir du début à la fin avec notre matériel, en revenir avec notre ravitaillement liquide, solide à gérer pendant la course. Donc tout ça, on doit s'organiser, et c'est là où ça ressemble un peu aussi au raid nature. On doit vraiment faire attention à l'autre et tenir compte de ses hauts et bas pendant la course, quoi. Ouais. Et alors le raid nature, c'est peut-être bien de le définir parce que je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un raid nature. Tu peux nous expliquer ? Raid nature, c'est les anciens, ce qu'on appelait les raids gauloises à l'époque. En gros, c'est une compétition par équipe. Alors, ça peut être des équipes de 2 à 4, j'ai pas exactement, ouais. Et en gros, on enchaîne plusieurs disciplines, souvent qui sont des sports de pleine nature, VTT, course d'orientation, kayak, trail, des fois même du swimrun, escalade, et on a un circuit à faire en équipe et aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Des fois, ça peut être des courses qui durent qu'une matinée, mais ça peut être aussi des courses sur des jours, voire des semaines, il me semble, une semaine complète en tout cas, pour les plus longs formats. Et voilà, c'est chaque jour ou dans la journée plein de petites épreuves et beaucoup d'orientation pour se rendre d'une épreuve à une autre, quoi, en autonomie. C'est quelque chose qui est assez institutionnalisé, je pense, en France.
notamment avec les hautes écoles. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'écoles qui organisent justement des raids. J'avais participé notamment au raid Hannibal à l'époque, qui était sponsorisé par la boîte dans laquelle je bossais et qui était organisé par le M Lyon. Donc c'était en fait les étudiants qui organisaient ça, et effectivement c'était, je sais pas, je crois qu'il y avait 160 km sur 4 jours, avec à chaque fois des épreuves un petit peu différentes. Donc bon, des raids, je pense que c'est, comme tu disais, il y a plein de disciplines différentes, et donc ça peut varier beaucoup. Et ce qui est connu aussi, de manière un petit peu plus ultime peut-être, c'est les Eco Challenge qu'on retrouve aux États-Unis, où effectivement tu as une semaine de raid, mais là c'est vraiment... Enfin, c'est des trucs, c'est de l'ultra aventure, quoi. Ouais. Et même par rapport à ce que tu disais, l'institution, même nous dans nos collèges, chaque année on vit les raids scolaires, et ça c'est quand même une pratique qui est vachement développée aussi en scolaire. Voilà, à plus petite échelle, mais en tout cas les élèves vivent des raids régulièrement et ils aiment ça, donc. C'est ludique en fait. Ouais, voilà, c'est ludique. Et surtout, c'est en général en équipe, ou quasi, ou tout le temps en équipe. Tout le temps en équipe. C'est tout le temps en équipe. Si, c'est ça. Faudrait demander au pro de ça, mais... Ok, donc effectivement, le swimrun, ça s'inspire un petit peu de ce genre de sport. Parce que les raids, ça fait longtemps que ça existe. Oui. Tu parlais des raids gauloises, les raids gauloises, c'est super longtemps. Comment dire, les organisateurs de l'Otilo viennent justement de cet esprit raid gauloise, etc. Ça a été des très bons athlètes sur ces disciplines. D'ailleurs, dans les raids, il y a aussi des fois des épreuves de swimrun. Ouais. Bon, on va pouvoir en parler un petit peu après. Vous avez balancé le mot d'Otilo, donc pour ceux qui connaissent déjà un peu le swimrun, ils savent que Otilo est au swimrun ce que Hawaï est au triathlon. Peut-être petite précision que vous n'aviez pas forcément apporté, c'est que le swimrun, c'est véritablement des changements d'orientation qui sont enchaînés. C'est-à-dire que c'est pas on fait que de la course à pied et après on fait que de la natation, ou on fait que de la natation, on court puis après on se remet dans l'eau. C'est véritablement on court, on nage, on court, on nage, on court, on nage. Alors ça peut être 5 fois, 10 fois, 15 fois, ça dépend un petit peu des organisations, ça dépend des distances, ça dépend aussi du parcours, parce que évidemment c'est en milieu naturel, donc c'est un petit peu difficile de choisir où sont les îles, parce qu'à la base au Tilo, et c'est de là où est né le swimrun, c'était traverser un archipel d'îles en courant et en nageant, si je ne m'abuse. C'est ça. Alors je vais pas refaire l'histoire, mais la légende dit que justement c'était un pari entre des amis de rejoindre 2 villes éloignées en Suède en traversant les différentes îles de ce coin-là le plus rapidement possible. Mais comme il y a une quarantaine de petites îles à traverser, il fallait nager et courir à la fois dans la même journée, quoi. Donc ils ont pris leur sac à dos à l'époque, et puis ils sont partis à l'aventure, et enfin, j'ai pas les temps exacts, plusieurs journées, quoi. Ouais. Et au fur et à mesure, on s'est dit tiens, ça va devenir une course, et finalement les équipements sont venus aussi par la suite pour aider un maximum le swimrunner d'aujourd'hui pour faire cette fameuse traversée. Et donc Otilo, ça veut bien dire d'île en île. Et tout comme tout comme Ironman au final. Ironman finalement c'était aussi ça, c'était aussi un pari. Et quand on regarde les premières, parce qu'il y a des photos des tout premiers Ironman, les gars ils faisaient ça avec un petit short en jean, un t-shirt je sais pas en coton. Enfin c'est assez drôle de se dire quand on regarde parce que c'était début des années 80, c'était 78, c'était pas... Bon, bref, c'était dans ces eaux-là. Un peu avant les années 80, en tout cas. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez marrant quand tu regardes aujourd'hui, même au niveau matos et tout, la différence, c'est assez dingue. Mais bon, voilà, les choses ont évolué. Donc en swimrun aussi. Et du coup, pour revenir à vous, votre premier swimrun, vous vous souvenez un petit peu l'année, quand est-ce que c'était, il y a 3-4 ans, ou c'était plus long que ça? Août 2019. Août 2019, voilà. C'était à la Fray, justement le format classique dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'était pour mon anniversaire. Pierre, lui, il s'est dit, allez, je lui offrir un dossard pour une course à 2, puisqu'on faisait chacun notre course. Et puis, on est parti en vacances là-bas, et on en a profité pour faire ce fameux premier swimrun. Donc nous, c'est un petit peu hyper important pour nous, chaque année, de retourner à la Fray. Et c'est une course depuis qu'on a faite tous les ans, donc 4 fois, pour pouvoir...
retourner sur la course de nos débuts. Et c'est marrant parce que quand tu dis 2019, moi j'ai l'impression que c'était hier. Je dis ok, en fait ils viennent de commencer le swimrun, mais ouais, en fait 2019 c'était il y a 4 ans. Ouais. Bon, on a juste eu 2 ans d'intervalle, enfin de coupure entre les deux. Quoique, si je comprends bien, de votre côté, vous n'avez pas trop coupé pendant la phase Covid, pendant le confinement. Ben non, on n'a pas coupé. On était confinés, mais on continuait de s'entraîner. En fait, on avait le statut avec la carte professionnelle d'éducateur, on pouvait encore aller nager dans certaines piscines. Enfin, nous, en tout cas, dans le Lillois, on avait encore 1 ou 2 piscines ouvertes, donc ça nous a permis de bien nous entraîner. Et en fait, on préparait le premier Otilo. C'était à cette période-là où on se préparait justement pour le premier Otilo, donc il fallait absolument qu'on continue de faire du kilométrage en natation et à pied. Comme tout le monde, on avait une petite boucle qu'on répétait sans cesse. Et voilà, mais ouais, c'est malgré cette période creuse dans la vie de notre pays, nous c'était une période intense d'entraînement. Alors ça doit être quand même beaucoup plus sympa de faire la boucle de 1 km qui était autorisée en France à 2 que tout seul. Ouais. Tout seul, je pense que tu finis vite à te demander si t'es pas un hamster qui tourne dans sa roue, alors qu'à 2, finalement, tu discutes, Voilà, c'est ça. les kilomètres passent. C'est un peu comme sur une piste, quoi. On peut se faire 20 bornes autour d'une piste quand on est à plusieurs. Quand on est tout seul, c'est moins drôle. Exactement. Et puis moi, ça nous a permis de connaître tous les voisins de cette boucle-là, puisque comme on passait tous les jours au même endroit 15 fois, 10 fois, finalement, on voyait beaucoup les mêmes personnes. Ouais. Donc c'est vrai que c'était aussi un moment où on a pu rencontrer d'autres personnes. Alors là, tu nous as dit, vous prépariez le premier Otilo. Alors, t'as fait un jump encore un petit peu rapide. Comment est-ce qu'on passe d'un premier swimrun, format classique, donc moyen, une vingtaine de kilomètres, entre 20 et 25 à peu près, tout enchaîné, à une sélection pour Otilo? Vous nous racontez un peu tout ça? Alors déjà, on passe par beaucoup de fringales parce que moi, ça a été en fait progressivement, il a fallu on a voulu faire pas mal de plus long, que ce soit à pied ou même en natation et donc on s'est lancé c'était quoi? C'était Engadine, un premier swimrun long, donc une manche au Otilo. Donc là, tu passes de 20 km de swimrun à quasi 40, mais avec beaucoup de dénivelé dans les montagnes suisses. Et l'eau froide. Ouais, Engadine, il est Voilà. connu en Suisse, tu l'as dit, il est connu pour ne pas être l'un des plus faciles en Europe. C'est ça. Et alors Angèle a mieux géré cette course-là. Moi, je suis vite tombé en fringale parce que pas l'habitude de faire du long. C'est pour ça que je voulais en venir ici, c'est que il y a quand même une grosse période d'adaptation entre un swimrun de 15-20 km et partir sur un ultra, ce qu'ils appellent les ultras, un beaucoup plus long. Que ce soit dans l'entraînement, mais aussi la gestion, la nutrition, l'alimentation. Ouais, et puis c'est vrai que nous, quand on fait quelque chose, on a envie de faire à fond et on essaie de se donner au maximum les moyens pour atteindre notre objectif. Donc quand on a fait un premier swimrun, qu'on y a pris goût, on s'est dit, allez, on a vu cet intérieur sport sur Otilo, on s'est dit, pourquoi pas nous? Donc on s'est dit, pourquoi pas nous? Ça veut dire faire des courses de plus en plus longues et de plus en plus de courses. Donc on s'est lancé un swimrun, 2 swimruns, 3, 4, et puis après voilà, on s'est mis à en faire 8 à 10 par an, tout type de format, même des swimruns locaux. Mais c'est vrai pour gagner en expérience en fait, pour déjà se connaître au maximum dans l'effort, individuellement et aussi collectivement. Et puis pour gagner en expérience, et c'est vrai que c'est ça qui nous a permis, du moins la première année, de décrocher notre qualification au ranking, donc au classement. Il y a 2 solutions pour se qualifier au Otilo, en gros. Soit on fait un podium sur les manches qualificatives, soit on est classé chez les mixtes, c'est les 30 premières équipes mixtes à la fin de l'année. Donc au 31 décembre, ils regardent qui est classé dans les 30 premières équipes, parce que chaque course rapporte un certain nombre de points. En fonction du classement. En fonction, tout à fait, du classement. Donc la première année, on s'est qualifié à Otilo grâce au ranking, grâce à notre classement. Et ensuite, l'année dernière, on s'est qualifié grâce à un podium. Et cette année, on est aussi qualifié grâce à un podium. Ouais, parce que pour revenir un petit peu sur la partie alimentation, c'est vrai que ça fait quelques épisodes où on aborde un peu plus le sujet natation. En tout cas, moi, j'ai toujours eu cette impression-là depuis plus de 20 ans que je fais du triathlon. Punaise, ça me rajeunit pas tout ça. C'est que finalement, la natation, ça creuse, quoi. C'est
le sport parmi les trois qui va faire que tu vas cramer le plus d'énergie. En tout cas, moi, je suis pas nageur et je pense que pour les non-nageurs de base, c'est un peu la réalité. Donc, quand sur un swimrun, tu dois être en autonomie avec ton ravito, parce qu'il y en a, même si parfois il y a des tables de ravito, c'est quand même assez frugal. Donc, tu dois être en autonomie avec ton ravito. C'est-à-dire que tu pars avec tes gels, tes barres, tes sandwichs, tout ce que tu veux, quoique les sandwichs dans l'eau, c'est pas l'idéal. Mais tout ça dans la trifonction ou dans le néo, puis tu te débrouilles avec ça pendant 40 ou 50 bornes. Tu dois être en autonomie, tu dois en prendre mais peut-être pas trop. Tu dois effectivement bien t'alimenter pour éviter la fringale. Et au final, vu que tu nages quand même pas mal sur une épreuve comme ça, bah, c'est vrai que ça doit quand même bien creuser. Donc si t'es pas totalement habitué, bah, ça doit pas être facile. C'est ça. Et puis forcément, plus tu passes du temps dans l'eau, plus tu utilises des calories et plus tu te fatigues. Et nous, c'est pour ça qu'on s'est mis un gros axe de travail sur la natation parce qu'on était nageurs, voilà, pas bon nageur, beaucoup de défauts techniques et pas très bon dans l'effort long. Donc cet hiver justement de confinement, on a énormément travaillé. On mangeait des semaines à 20 km, semaine de natation au moins, avec correction technique, etc. pour se dire, bah voilà, maintenant sur nos longues courses, longs formats, on va essayer de passer un minimum de temps dans l'eau pour dépenser le moins d'énergie possible et pas se cramer à chaque fois. Parce que voilà, on a eu plusieurs courses où j'ai fini avec des parpaings dans les bras, à pu réussir à être devant Angèle et être en grande difficulté. Après, comme on dit dans le triathlon, on le dit aussi aux licenciés du club, c'est que l'alimentation, c'est primordial. Et en triathlon, c'est la 4e discipline. Et en swimrun, c'est la 3e discipline. Si on s'alimente pas bien, etc. Mais tout ça, ça peut pas être fait le jour J. Donc ça, c'est vrai que ça s'apprend vraiment en amont. Et nous, ben, ça a commencé où quand on partait sur 15 km, on s'obligeait au bout de 8 km à manger pour que notre corps ait l'habitude de manger en courant. Et maintenant, on peut manger n'importe quoi pendant une course, tout passe, il n'y a pas de problème. Non mais c'est vrai, on part sur un entraînement de swimrun là. Bon, attention, on va vous mettre au défi là. Ah non mais il y a aucun souci. Non, on part sur des entraînements de swimrun de temps en temps, on fait des week-end shocks et sur le week-end shock, on fait 5 à 6 heures de swimrun à l'entraînement et on part avec, on va chercher 2 sandwichs à la boulangerie avant quoi. Et on mange on mange toutes les heures, voire plus. Mais le sandwich, on mange au bout de 2 heures, on mange la moitié du sandwich. Au bout de 4 heures, on mange un bout de sandwich. Et c'est vrai que bah, du coup, le corps a pris cette habitude-là aussi d'accepter de manger pendant l'effort. Et c'est tellement important. Il y a manger pendant l'effort, mais il y a aussi surtout digérer pendant l'effort. Exactement. Et surtout, c'est souvent ça qui est compliqué, quoi. C'est continuer à courir quand tu viens de te faire un sandwich. Ouais. Bah ouais, Mais ça s'apprend, c'est une habitude à prendre en effet, hein, et c'est faisable parce que moi j'ai eu comme tout le monde des expériences sur des triathlons longs où j'ai été obligé de m'arrêter pendant la course à pied parce que j'étais complètement en souci gastrique. Et en swimrun, on n'a jamais eu ce problème-là. Pourtant, en mangeant du sucré, du salé, des gels, tout et n'importe quoi, et on n'a jamais dû s'arrêter, en tout cas pour un problème gastrique pendant une longue course. Après, il y a quand même une différence aussi, c'est que le swimrun, la course à pied, c'est plutôt du trail. Donc forcément, quand tu montes, bah, en réalité, tu marches. Donc c'est vrai que ça se prête un petit peu plus, quoi. Que sur route où en fait t'essaies de courir, je sais pas, t'as du 15 à l'heure et en fait tu gardes ta moyenne de manière hyper constante, donc c'est vrai que ça facilite peut-être un peu les choses. Après il y a quand même une spécificité aussi, c'est que il y a pas de ravito. Alors ici il y en a quand même t'es obligé sur des formats longs, t'es obligé quand même de mettre certaines tables de ravitaillement, mais c'est pas des buffets, quoi. C'est des petits ravitaillements, type ce que tu peux trouver sur des triathlons avec des cacahuètes, voilà, des verres d'eau ou de sirop, et puis mais tu déposes pas ton petit sac comme tu le ferais sur tu dois l'avoir sur type toi. Ironman. T'es censé prendre tes affaires avec toi. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que tu dois nager avec ta bouffe. Ouais, comment dire, t'es bien gonflé au départ souvent sous la combinaison, ouais, en effet. Et comment vous faites? Et vous faites comment du coup? Parce que ton sandwich,
ta baguette jambon fromage, j'imagine que c'est dans l'eau. Enfin, ça se passe comment? Alors, Ça, jour J, on peut pas. ouais, jour J, ça on prend pas. Alors parce que par exemple, je vais te prendre un exemple sur Otilo, au kilomètre, alors, je sais plus. 15, 20. Ouais, ils proposent des hot dogs. Tu vois, des hot dogs qui te font en direct, saucisse, ils te demandent ketchup, mayo et tout, et tu peux prendre un hot dog et partir courir avec. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'habitue parce on connaît les ravitaillements sur, par exemple sur Otilo ou sur d'autres où des fois on peut avoir, et ils mettent des pommes de terre à l'eau qu'on peut manger comme ça en courant. Donc on s'est habitué à tout ça. Après À sur la du limite, long, la pomme de terre, je veux bien. Enfin, tu sais, c'est des carbs, c'est des féculents, ouais. voilà. Mais le hot dog, ça vient d'où? Mais on pouvait pas le louper, J'imagine le c'est hot une dog. tradition, c'est un truc. Enfin, tu vois. Ouais, je pense parce que nous sur les 2 éditions, on l'a pris à chaque. Enfin, moi je l'ai pris à chaque fois. Ouais. J'ai aussi un petit bout, mais ouais non, c'est. Je pense que c'est une tradition en effet parce qu'il y a que C'est sur un truc un ravitaillement. Ça Ouais, fait du bien au ouais, mental. certainement. Mais Ouais. c'est comme, tu sais, c'est comme quand tu vas chez Ikea, le fameux hot dog de chez Ikea, c'est. Ouais, c'est ça, ouais, C'est- c'est ça, c'est la tradition. Ok. Et donc, ouais, concrètement, nous, sous la combi, on part avec des gels. Hein. On en est habitué à une marque de gel qu'on utilise depuis quasi les débuts. Du gel, comment ça s'appelle? Des pâtes de fruits, Des mais pâtes ça de c'est fruits. pareil. Les pâtes de fruits, ça prend l'eau, donc il faut qu'on se dise, ben, Faut les manger vite. ouais, moins d'une heure, on les mange. Et en fait, les ravitaillements, c'est un petit complément. Les ravitaillements en route sur des tables. Et justement, ces ravitaillements, ça tend de plus en plus à disparaître parce que, comme c'est du sport de pleine nature, enfin, voilà, les organisateurs de plus en plus veulent développer un maximum d'autonomie de la part des concurrents. Et donc, du coup, ben, au fur et à mesure des éditions, on se rend Ouais, compte c'est qu'il y a de vrai. moins de ravitaillement quand même sur le parcours. Donc, on part de plus en plus chargé, mais c'est le jeu et c'est le challenge aussi, quoi. De se dire, est-ce qu'on a prévu suffisamment? Est-ce qu'on a prévu ce qu'il fallait? Voilà. Oui, et ça c'est dans l'esprit raid dont on parlait tout à l'heure, quoi. Ouais. Et parce que en termes d'équipement, enfin tu pourrais, bon, il y a quand tu fais de la nage en eau libre, souvent, tu sais, il y a des sacs étanches que tu peux traîner derrière toi. Bon, du coup, tu perds un petit peu en efficacité parce que et en aqua, en hydrodynamie. Mais comment vous faites? J'imagine vous le mettez parce que tu disais aussi, on est un peu épais. Ça veut dire quoi? Vous le mettez dans la combi en néoprène. Comment vous organisez? Alors, en fait, on a chacun un équipement. C'est un espèce de sous-maillot débardeur que tu mets en dessous de ta combi et avec des grosses poches devant, très, très facilement accessibles devant et derrière. Donc, Angèle, elle l'a en mode, comment ça s'appelle, une brassière, quoi. Et moi, je l'ai en t-shirt complet. Donc, tu remplis toutes tes poches et c'est quand même très, très proche du corps. Comme rien ne sort dans la combi. Et après, en zippant la combi par au-dessus, t'es vraiment compressé. Et après, dans la combinaison, tu as aussi une poche à l'arrière. Donc, tout ça fait que tu peux partir avec 10-15 gels, plus des barres, plus des flasques, parce qu'il faut penser aussi au liquide. Et ça, c'est pareil, on est obligé de prendre nos flasques à l'intérieur. Donc, voilà, c'est bien gonflé au début de la course. Et puis, petit à petit, ça redescend. Ok, Après, mais donc la stratégie, c'est vraiment d'avoir tout à l'intérieur de la combinaison pour Oui. Ouais. Ouais, permettre de enfin, mieux glisser dans l'eau. Tu vas pas mettre une Ouais. ceinture Ouais. par au-dessus, quoi. Non, non, Non. non. En fait, on se dit souvent quand on swimrun, ah bah ça va, c'est des efforts longs, ou c'est du trail, où il y a pas mal de transitions, on a le temps, on aura le temps de sortir ça, de manger, de prendre notre petit sac. Mais en fait, on n'a jamais le temps. C'est tellement intense, c'est du non-stop, c'est du très court. Il y a aussi des sections qui sont plus longues, mais on est toujours à fond. On sort de l'eau, bah faut courir à notre niveau, en tout cas, faut courir vite parce que il y a que 1 kilomètre, on va pas perdre le temps de ouvrir la poche derrière, etc. Donc c'est vrai nous on met les gels au plus pratique, donc c'est vraiment ce qui est devant nous parce que c'est plus accessible avec les mains que ce qui est derrière. Derrière, on met plutôt le matériel qui est obligatoire, couverture de survie, etc. Mais c'est vrai que tout ce qui est alimentation ou liquide, on met devant. Après, en fonction des binômes, il y a des stratégies différentes. Il y en a qui vident même leur gel dans une flasque pour que les papiers de gel prennent moins de place. Et puis qu'ils aient pas à ouvrir, etc. Tout, en Pour- fait, pour gagner du temps, tout se quoi. fait dans les flasques maintenant, solide et liquide. Pour se dire, ben ouais, en effet, je vais pas ouvrir mon gel, je vais pas perdre le temps après de ranger le papier. J'ai une flasque où il y a mes 15 gels mis dedans, déjà vidés. Et voilà, après, d'une personne à une autre. Ça, d'un binôme à ça un autre. évolue et dans 10 ans, je pense qu'il y aura encore d'autres manières de se ravitailler plus rapidement et plus efficacement. Oui, tu parlais des matériels obligatoires. Tu mentionnais la couverture de survie. Il y a quoi d'autre qui est obligatoire? Alors,
t'es obligé d'avoir un sifflet, une couverture de survie et en tout cas sur les manches au îlot et maintenant même sur beaucoup d'organisations, un espèce de, ils appellent médical, un petit kit de survie où dedans t'as une compresse, enfin voilà, deux trois petites choses obligatoires et si jamais il y a une grosse blessure, on peut faire quelques premiers soins quoi. Et en fonction de la température de l'eau aussi, du néoprène ou pas. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que donc il y a l'obligatoire, mais après il y a aussi ce qui est autorisé. Et a priori, peut-être que tout n'est pas autorisé, mais c'est très libre. C'est très très libre. C'est-à-dire que dans les premières éditions de haut îlot, t'en avais même qui prenaient un sac avec des palmes. Et qui, à chaque transition, enlevaient leurs baskets, mettaient des palmes, remettaient les baskets dans le sac, et en se disant, on va gagner du temps en natation pour nager plus vite, quoi. Et verdict verdict, ça a été quand même très vite oublié, parce que le souci, c'est que les palmes, ça te fatigue bien aussi le bas du corps, et que finalement, tu avais double dose de travail sur le bas du corps, et qu'en course à pied, voilà, ça fatigue. Ça suivait pas derrière, quoi. Et je pense aussi perte de temps sur les transitions. Perte de temps sur les transitions. Et puis aujourd'hui, ils font tellement des pull boys qui flottent super bien que finalement, si on met des palmes, on met pas le pull boy. Donc, on n'a pas cette flottaison grâce au pull boy qui est quand même... Ouais. D'ailleurs, pull boy qui est réglementé. On a le droit d'en prendre un, mais il y a une dimension maximale à respecter. Ouais. Tu peux pas y aller avec un Zodiac, quoi. Voilà. Par exemple, ceux qui fabriquent leur propre pull boy, ils peuvent pas en mettre 5 collés avec des scotch. 5, ça passe pas, quoi. Ouais. 2 petits collés, ça passe. Tu mentionnais tout à l'heure ouvrir les gels et attraper les affaires. C'est vrai que ça peut paraître aussi un peu compliqué parfois parce que sur des courtes transitions course à pied, y en a qui font le choix de mettre des plaquettes pour nager. Donc quand tu cours, avec des plaquettes, à la limite, why not, hein, si tu positionnes bien les plaquettes dans l'air, c'est comme dans l'eau, ça te donne une meilleure, ça fend mieux l'air. Par contre, avec les plaquettes, aller ouvrir les gels, c'est déjà moins marrant. Ouais, alors moi, toi aussi, on a pris cette habitude aussi. Nous, c'est sur les courses à pied, voilà, quand ça dépasse le kilomètre, on va dire, on enlève les plaquettes et on les range aussi dans ce lapin là, dans ce maillot qu'on a en dessous de la combi. Et pour avoir les mains libres, même sur les parties trail un peu plus accidentées, c'est quand même bien d'avoir une accroche supplémentaire. Et quand c'est des distances plus courtes de transition et qu'on veut manger ou boire, on laisse au niveau du poignet l'élastique parce qu'on a un élastique au poignet, un élastique au majeur. Et on laisse l'élastique au poignet, on enlève le majeur et donc du coup on peut facilement retourner la plaquette sur le dos de la main. Et donc en fait on a tous nos doigts libres pour ouvrir un gel ou sortir notre flasque. En laissant, et puis sans perdre la plaquette puisqu'on a toujours l'élastique au poignet qui est accroché. Mais c'est vrai que tout ça c'est... il faut prendre le pli et quand on fait un swimrun, on s'imagine pas en fait qu'il faut s'entraîner aussi à des détails comme ça qui sont quand même importants. Ouais. Ouais. C'est vrai que le coup de la plaquette retournée ou ajustée, je pense qu'on l'a tous vécu en piscine en essayant d'appuyer sur son bouton pour démarrer le 100 mètres ou le 200 ou la session en pull plaque. Par contre, quand c'est en conditions réelles, en courant, un petit peu étourdi parce qu'on vient de passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure allongée à nager et puis après on se lève et puis voilà. Enfin, ouais. C'est toute une histoire et beaucoup de pratiques à mettre en place. Autant les départs en triathlon s'entraînent parce que ça frotte, ça tape, ça accroche les trifonctions et autres. Autant là en swimrun, c'est des éléments que j'imagine vous travaillez aussi à l'entraînement. Bah oui, parce que là tu donnes cet exemple-là, mais il y a l'exemple aussi inverse avec les lunettes ou mettre le pull boy en rentrant dans l'eau. Enfin, moi ça m'est arrivé. Fermer la combinaison. Ça nous est arrivé de faire des sections de natation, combinaison ouverte, à se remplir d'eau. Le pull boy dans le dos encore qui nous permet de... Donc, ou les lunettes pas forcément bien mises avec plein d'eau dedans. Enfin voilà, c'est des erreurs que tu fais une fois, 2 fois. Après, tu te dis, maintenant Et en fait, et c'est ça aussi le fait d'être à 2, c'est que moi, Angèle, 10 fois par course, elle me crie pull boy, lunettes, combi, et avant que je rentre dans l'eau, parce que je suis tellement focus et je réfléchis plus trop que des fois j'oublie de mettre le matériel. En fait, sur les plaquettes, on note les distances à chaque section, à chaque fois. Et donc, toujours 200 mètres avant l'entrée dans l'eau, plus ou moins, on se dit, bon là, il nous reste 200 mètres. Et donc, on se dit, première étape, on ferme notre combinaison. Parce que c'est vrai que comme on est assez serré dedans pour pas que l'eau rentre dans la combinaison, on ouvre la combinaison en courant. Donc, première étape, on ferme notre combinaison, on remet nos plaquettes. Et puis, juste avant de rentrer dans l'eau, on met nos lunettes. Donc, c'est vrai qu'on communique beaucoup les 200 derniers mètres pour se dire, OK, la combi, c'est bon, les lunettes, c'est bon, le pull boy, c'est bon, parce que
Ça, combien de fois Pierre-Louis, il s'arrête au début, enfin, il commence à nager, il se retourne, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? La longe, elle est super tendue. Et en fait, je suis en train de me laisser traîner parce que j'ai oublié de mettre un verre de lunettes et enfin, ça arrive, quoi. Mais c'est vrai tout ça, à l'entraînement, à force de faire plein de transitions, on prend ouais, tout à fait. Et la combinaison, c'est une combinaison spéciale pour le swimrun. Il y a des gens qui ont des combinaisons classiques. Ça existe ou pas? Oui, tu peux faire un swimrun avec une combinaison classique si la température de l'eau le demande. Maintenant, si la température est bonne, vaut mieux le faire en trifonction. Mais c'est vrai que quand on débute, on peut faire avec une combinaison de triathlon. Mais le problème, c'est pour courir, tu montes très vite en température et t'es pas très à l'aise avec le bas du corps. Et puis enlever, ouais. Voilà. C'est compliqué d'enlever les manches pour les remettre ensuite. Oui, mais c'est surtout la remettre en fait, parce qu'une combinaison, enfin, en tout cas la plupart des combis en néoprène pour le triathlon, c'est le genre de truc, ça te met 5, 10, 15 minutes avant, et il faut que tu demandes à quelqu'un, à la limite, sur la ligne de départ, qui te ferme le zip que tu as dans le dos, quoi. Puis imagine quand t'es mouillé. Ouais, et la spécificité des combinaisons de swimrun, c'est qu'elles sont hyper flex, hyper maniables. Elles sont très légères et très fines. La partie on va dire, en dessous au niveau du bas du corps, c'est presque comme une trifonction, mais rembourrée, quoi, un petit peu. Mais t'es très à l'aise pour courir. Et le haut du corps, à nous, sur les longues parties course à pied, on baisse la combinaison au haut du corps pour pouvoir respirer, ou on l'ouvre au minimum, quoi. Donc, ou on prend une combinaison sans manches. Nous, on est vraiment adeptes aussi de ça, pour avoir vraiment les bras libres et pas être trop comprimé. On a une combinaison sans les manches. Donc après, c'est sûr, à chaque fois, c'est le dilemme. Est-ce qu'on la met, est-ce qu'on la met pas en fonction de la température de l'eau? Mais on sait qu'à pied, le gain, il est, enfin, je vais pas dire énorme, mais il est quand même important de se dire, on est libre et L'évolution de la discipline a fait qu'aujourd'hui, il y a aussi une multitude de choix dans les combinaisons, d'épaisseur de néoprène, sans manches, avec manches longues. Enfin, c'est devenu aussi un petit peu, ouais, il y a beaucoup de choix, et maintenant, il faut se concentrer en fonction de la course, des conditions climatiques, de la température de l'eau, et voilà. Mais pour un premier swimrun, on peut très bien mettre une combinaison de triathlon. Ouais. Et ce que pas mal font pour un premier swimrun, c'est qu'ils prennent leur vieille combinaison de triathlon et ils coupent. Ils coupent les jambes et ils coupent les avant-bras pour avoir vraiment que au niveau des bras et des quadriceps. Et comme ça, ça leur fait une sorte de combinaison swimrun faite maison, recyclée. Ouais, avec quand même peut-être une différence, c'est que ta tirette en général en swimrun, elle est plutôt à l'avant. Oui. De plus en plus quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique, ne serait-ce que pour cette histoire aussi de ravitaillement qu'on a tendance à mettre à l'intérieur. Les zips sont maintenant généralement. Alors nous, on a vécu les zips arrière. C'est vrai que c'était plus compliqué. Encore une fois, le fait d'être à deux, des fois, pour s'ouvrir la combi, c'était pratique. Et maintenant, les zips se mettent généralement à l'avant, ouais, en effet. Ouais, parce que on le répète, vous parliez aussi de monter en température quand on court avec le Néo, parce que on parle pas de courir 3 km et puis de nager 500 mètres, quoi. Là, on est sur des distances qui sont de plus en plus longues. En parlant de distance, justement, on a parlé d'Otilo tout à l'heure, donc vous êtes déjà qualifié une première fois au ranking, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Otilo, quelles sont les distances, quelles sont les particularités, et puis qu'est-ce que ça fait d'aller aux Jeux Olympiques du swimrun à Otilo dès la première année? Alors, les distances, c'est 65 km à pied, donc en cumulé. En natation, tu as un tout petit peu moins de 10 km, voilà, en fonction de les trajectoires que tu peux prendre. Mais voilà, donc en cumulé, ça fait ça. Dans une mer d'huile, dans le sud de la France, au soleil et tout. Entre 12 et 15 en fonction des années, c'est même déjà arrivé un petit peu plus froid. Ouais. Mais nous, c'est ce qu'on a eu. L'année dernière, elle était bonne. Enfin, cette année, elle était bonne. Ouais. L'année précédente, elle était un peu plus fraîche. C'est vrai que après 8-9 heures d'effort, des fois rentrer dans une eau à 12 degrés, on se dit bon. Avec justement du néoprène très fin pour pas être trop gêné en courant. Mais c'est vrai que 12 degrés, pour ceux qui se rendent, je sais pas si tout le monde se rend compte, mais 12 degrés, c'est quand même froid, quoi.
12 degrés, Mm. c'est le Northman, quoi. C'est dans... Bon, après, C'est tu vas me ça. dire, c'est pas très loin, hein. Donc, Ouais. on est dans les mêmes... On est dans le même coin, on va dire. Mais ouais, c'est quand même vachement froid, quoi. Ouais, sachant qu'en triathlon, le règlement fédéral en France, c'est en dessous de 16 degrés, il n'y a pas de triathlon. On enlève l'eau. Ouais, Enfin, on enlève la partie c'est natation. vrai. Donc, C'est vrai, ouais. Là, il n'y a pas trop de. Non, Pas cette là, c'est le réglementation. challenge aussi. On sait, on y va pour ça aussi, Et quoi. on s'y prépare aussi. Nous, pour le coup, on a nagé très souvent dans des. On a On un a la point chance d'eau. d'habiter le nord, donc on a le froid. Et ouais, On s'y est préparé, ouais. Ouais, enfin, C'est ça, vrai ça que marche des pas, mars, les gars, parce que moi, j'habite encore un peu plus au nord que vous. Et c'est pas pour autant que je vais nager dans des eaux à moins de 12 degrés. Hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais tu non, peux mais en c'est parce qu'à trouver. Bruxelles, il y a un microclimat, Olivier. Et ouais, non, donc, alors après, comment on vit ça? Ben, en effet, quand on se remémore les moments où on regardait à la télé l'intérieur sport, hein, et puis quand on arrive là-bas en Suède et qu'on voit la ferveur autour de la discipline, moi, c'est surtout ça qui m'avait choqué dans le bon sens du terme, hein, mais c'est que là-bas, c'est un peu notre triathlon ici en France. Là-bas, le swimrun, sur tout le parcours au départ, etc., t'as toujours du monde, même dans des petites îles perdues, avec très peu d'habitants, les gens sont au bord de la route, encouragent, enfin voilà, et donc ouais, ça nous avait agréablement surpris, et puis, voilà, on était fiers d'y être la première année. La deuxième année, ben, tu l'abordes différemment parce que tu connais le circuit, parce que du coup, on a revu un petit peu les objectifs à la hausse. Mais c'est toujours comme un rêve et comme de très bonnes sensations de sportif. Donc juste pour recadrer, Otilo, vous y êtes allé quand la première fois? 2021, c'est ça? 2021, ouais, Ouais. et 2022. Ok. Alors j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres, c'est que on l'aura bien compris, vous êtes en couple dans la vie, vous êtes en couple dans le sport, vous faites du swimrun en couple, homme, femme. On revient souvent sur le débat, c'est pas toujours le même niveau, que ce soit en natation, en course à pied, l'endurance, etc. On dit très souvent et de plus en plus que les femmes, surtout dans l'ultra, sont beaucoup plus endurantes et notamment à la douleur. Comment est-ce que c'est pour vous? Est-ce qu'il y en a un qui tracte l'autre plus en natation ou plus en course à pied? Comment ça se passe en fait entre vous, entre hommes et femmes sur le circuit? Ben nous, donc en effet, on évolue en catégorie mixte. Donc dans tous les cas, ce qu'on s'est dit, c'est que au maximum, Pierre-Louis devait être devant et il l'est. Hein, donc dans l'eau, dans tous les cas, il est devant. Donc moi, je suis on se longe. Donc le fait d'être dans ses pieds, c'est vrai que j'essaie de le ralentir le moins possible et l'aspiration vraiment m'aide à aller beaucoup plus vite. Donc en natation, Pierre-Louis est toujours devant. À pied aussi. De toute façon, c'est l'objectif si on veut essayer un petit peu de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Ben on a pas trop le choix que de faire de cette manière-là. Après, c'est vrai que sur l'endurance, Ce que t'expliquais, c'est vrai. Je veux dire, les femmes ont alors, en tout cas, moi, je le vis avec Angèle. Elle vit beaucoup mieux l'endurance que moi. Elle gère mieux, je pense, son stock d'énergie. Elle tient beaucoup plus sur la durée. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je brûle trop vite et que j'ai besoin de plus me ravitailler, mais parce que ça le fatigue aussi, par exemple, d'être devant moi en natation, finalement, l'énergie dépensée n'est pas du tout la même pour Pierre-Louis que pour moi. Donc, est-ce que aussi, ça peut s'expliquer de cette manière-là? dans tous les cas, elle finit toujours bien mieux que moi une course. Non, une course qui est plutôt longue. Ouais, oui. Ça c'est parce que tu es très gentleman. Voilà, c'est ça. Je la laisse franchir en premier la ligne. Non. Non, toujours à deux. C'est quoi la règle à ce niveau-là pour franchir la ligne? Parce que vous êtes en équipe, donc vous devez toujours vous voir, c'est ça? Ouais, 10 mètres maximum. Et bon, après, on est toujours à deux. Hein. Jamais on va se laisser même 9 mètres de distance. On est Non. toujours à deux. Ouais. Ok. Et vous avez la longe, tu le mentionnais tout à l'heure, elle n'est pas obligatoire. Non. Non, Ouais. elle n'est pas obligatoire. Nous, on la met tout le temps dans l'eau parce que déjà, ça permet en fait le fait que Pierre-Louis soit devant. Moi, j'ai la vague derrière, donc ça aide. Et puis c'est surtout que j'ai pas à orienter. Donc moi, j'ai jamais à perdre le temps je lui fais confiance quoi. Donc je suis comme ça. Après à pied,
quand on veut mettre un coup de boost, ben on garde la longe. Quand c'est du un peu plus technique à pied, on délonge parce qu'en fait, si moi je suis longée derrière, ben en fait je vois pas ce qui se passe devant moi. Ouais, je vois puisqu'il y a Pierre-Louis juste devant moi, je vois pas forcément ce qui se passe devant moi. Et même si on est sur des rochers, etc. Ben le fait de pouvoir être tiré d'un coup, ça peut être, en fait, ça peut nous ralentir tout simplement. Donc c'est vrai que les portions roulantes, on se laisse, nous on s'attache, et les portions un peu techniques, on se détache. Après. Voilà, non, on fonctionne souvent comme ça. Hein. Et ça fait quoi? Ça fait 2-3 mètres? En fait, c'est simple. Faut imaginer. Donc le premier, on a tous les deux une ceinture à notre taille avec la longe accrochée. Quand Pierre-Louis, donc, qui est devant, s'allonge par terre, si moi je suis allongée derrière, il faut que mes bras tendus, tout pile, ça soit à 3 cm de ses pieds. Donc en fait, la longe de sa taille à ma taille, ouais, ça doit faire plus ça. Plus de 2 mètres, quoi. Ouais, un peu moins de 3 mètres. Et vous avez opté pour une longe fixe ou pour un élastique? Alors c'est élastique, hein, ouais, c'est quand même élastique en effet. Alors bah ouais, globalement maintenant on voit souvent quand même ce type de longe là. Hein. C'est un petit peu élastique, mais attention, ça fait pas non plus tendeur quoi. Ça fait voilà, c'est. Ouais, non, c'est juste pour éviter que si tu t'écartes un peu en course à pied, enfin si tu te rapproches un peu en course à pied, ça se mette à tomber et puis que tu te prennes les pieds dedans. Et du coup, bon, on imagine bien en course à pied, ok, il y en a un devant, il y en a un derrière, si vous êtes longé, ça va. Je pense que la partie aussi un peu technique et où il faut s'habituer, ça va être en natation, parce que si tu es un petit peu plus d'un côté que de l'autre, en tout cas Angèle, quand tu es derrière, que tu es un peu plus d'un côté que de l'autre, Pierre-Louis, tu dois être à 2 doigts de te prendre le bras dans la longe, et du coup, ça doit partir en cacahuète, ça doit être un scénario assez marrant à voir, non? Ouais, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'entraînement de s'habituer à la longe. Mais c'est surtout, en fait, c'est mon bras puisque la longe, elle passe vraiment devant mon nez, devant mon visage. Et ben, en fait, je décale un tout petit peu, ben, je risque de prendre le bras dedans. Mais bon, ça, c'est une habitude. Si je prends le bras, ben, je fais un deuxième coup de bras pour compenser. C'est vrai je nage un peu plus les bras écartés pour éviter de prendre le bras dans la longe. Mais tout ça, Ce qui est un bon exercice finalement, parce que souvent, c'est une des erreurs des débutants, c'est qu'on a tendance à leur dire qu'ils viennent mettre leurs bras trop vers l'intérieur, donc en fait devant eux, plutôt que de vraiment bien l'allonger, et donc plutôt viser l'extérieur, quoi. C'est tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer. Après, une fois qu'on a pris le pli, c'est comme tout, même en course à pied, naturellement, quand on se met à courir côte à côte, puisque c'est moi qui suis derrière et qui vois la longe, je la rétrécis, je la prends dans mes mains, et puis dès que finalement on relaisse la distance voulue, et ben là on laisse tendre à nouveau. Okay, maintenant, c'est habituel. Et pour revenir sur la question d'Hermano, du coup, au niveau des entraînements, parce que bon, vous êtes en équipe, forcément, il doit y avoir une différence de niveau dans un sens ou dans l'autre. Comment vous faites parce que vous disiez tout à l'heure, nous on s'entraîne ensemble aussi, donc vous vous entraînez tout le temps ensemble. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça, et c'est quoi la différence de niveau? J'imagine qu'elle ne doit pas être trop grande. Non, il n'y a pas une grosse différence de niveau déjà, donc voilà, c'est facilement gérable. Et puis après, quand tu veux, tu peux. Hein, c'est-à-dire que par exemple en course à pied, dans tous les cas on va faire un échauffement à la même allure, parce que l'échauffement, l'allure, voilà, le but c'est de se mettre en route, qu'on court à 6 du kill ou à 5 du kill, le principal c'est de mettre en route la machine. Et après sur nos séries ou sur nos séances un peu plus intensives, soit on a une longue boucle qu'on connaît, et du coup on est toujours en visu. Moi sur ma récup, je reviens chercher Angèle et on repart ensuite, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. On s'est pas trop pris la tête pour se dire comment on va faire pour s'entraîner à deux. Quand tu veux, tu peux. Et pour la natation, c'est pareil. S'il faut que sur une série de 400, je fasse 450 pour qu'Angèle fasse son 400, c'est voilà. Et puis on fait la récup en même temps. Et puis on a la chance, déjà on s'entraîne beaucoup à deux, et puis on s'entraîne aussi beaucoup avec notre club. Donc on est aussi chacun dans des petits groupes de niveau. Ouais. Et donc, ça, c'est vrai que ça aide aussi, ouais. Ouais, ça aide aussi. Et c'est vrai que le fractionné à pied ou en natation, on s'échauffe ensemble, et après, on fait chacun à notre allure les séries, et on se retrouve pour la récupération. Donc finalement, on peut quand même débriefer de la séance de chacun. Ok, mais donc vous faites le même volume à peu près tous les deux, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Et vous êtes suivi pour ça? Vous avez un coach ou une coach qui vous suit, ou vous faites vous-même vos entraînements? Alors on a fait les 2 préparations avec Nicolas Ramirez, donc d'Envol Swimrun.
C'est lui qui nous planifiait nos séances, nos semaines, qui a beaucoup corrigé aussi notre natation sur ce fameux hiver avant le premier Otilo. Et voilà, donc il nous a bien guidé sur les charges, sur ce dont on avait besoin justement pour arriver prêt à Otilo. Ouais, franchement, on le remercie vraiment parce qu'il nous a fait confiance, il nous a bien épaulé, bien guidé. Il nous a intégré vraiment dans son équipe avec des swimrunners de toujours. Donc c'est vrai que pour le coup, on a été bien épaulés. Et puis après, on a aussi fait un mix des deux, de choses. Enfin, On a testé des choses aussi de notre côté. Et puis voilà, comme disait Angèle, on a aussi notre activité en club où finalement on s'entraîne 4-5 fois semaine au moins avec le club. Donc on suit aussi les séances du club, de la vie du club. Donc on adapte, voilà. on fait de tout. Voilà. Ok. Vous êtes accompagné par ailleurs par d'autres professionnels, que ce soit natation, sommeil, récupération, kiné ou autre, où là aussi c'est un peu aléatoire, c'est au besoin en fait. Du tout. En fait, pour le coup, on est chanceux. Alors après, on fait aussi ce qu'il faut pour, mais on se blesse pas. Là, en 4 ans, on s'est pas blessé, mais jamais blessé. Jamais, jamais. Donc, c'est vrai qu'on a une hygiène de vie qui est quand même plus que correcte, hein. On mange très sainement, on boit pas d'alcool. Enfin, toi, tu prends une bière de temps en temps pour le plaisir, heureusement, mais sinon, voilà. Après, on a aussi la chance d'avoir un emploi du temps professionnel qui nous permet de nous reposer beaucoup. Donc, si on veut, on peut même un jour sur deux se caler une petite sieste avant un entraînement ou après un entraînement pour vraiment récupérer. De toute façon, je pense que, et vous en avez parlé déjà dans des précédents podcasts, mais nous, on a un gros point d'honneur sur la qualité du sommeil et de l'alimentation. C'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, on se blesse pas parce que on écoute beaucoup notre corps. Si demain, on a une petite gêne au mollet, on va pas aller faire 15 bornes en fractionné. On peut se prendre une journée de récup, on va aller nager à la place. Voilà, on adapte vraiment, on est à l'écoute et au moindre signal, on se stoppe et on prend le temps qu'il faut pour revenir en forme. Et aussi, on a augmenté progressivement le volume et les intensités, quoi. On n'est pas passé d'une séance de course à pied par semaine à 5 séances 2 mois après. C'est comme ça qu'on se blesse. Et donc, c'est vrai on a toujours fait beaucoup de sport, mais en tout cas, pour cette préparation-là, on a été vraiment progressif sur des cycles. Les sorties longues, on n'a pas commencé directement à 45 km et pas toutes les semaines. Donc, c'était la première sortie longue, on faisait 17-18, le week-end suivant 23, 30, 40, et puis on recommençait, ainsi de suite, quoi, pour habituer le corps quand même à avoir des grosses charges et en même temps pour pas le blesser. C'est vrai que pour le coup, l'un comme l'autre, on s'en tire bien niveau blessure et tant mieux. Hein, mais... Sur la partie, revenons aux courses en elles-mêmes. Donc vous êtes en catégorie mixte. Vous avez toujours concouru en catégorie mixte. C'est une catégorie qui a toujours existé depuis que vous faites du swimrun. Alors j'imagine oui, puisque vous avez dit que votre premier swimrun vous l'aviez fait en mixte. C'est un peu une question rhétorique, mais je voulais en venir à ça. Est-ce que toutes les courses qui sont notamment qualificatives au Otilo sont mixtes, ou est-ce qu'il y a des courses qui sont que entre hommes, que entre femmes, ou vous choisissez en fait? On choisit, ouais, c'est classement, donc il y a le classement général et ensuite il y a le classement femmes, mixtes et hommes. Mais dans toutes les courses, en tout cas dans toutes les manches Otilo, tu peux concourir en mixte, en femme ou en homme. Dans tous les cas, c'est possible. Et ça depuis très longtemps. Nous, on a toujours connu ça. On a toujours couru en mixte. Après, c'est vrai que sur les courses locales ou les courses en France, on se dit, notre challenge, c'est aussi de batailler avec les binômes hommes au maximum pour... voilà, on est un petit peu fiers quand on... C'est le challenge d'Angèle, surtout. Et par rapport à ça, justement, en termes de palmarès, vous en êtes où en France? Vous en êtes où à l'international? Et est-ce que le corollaire à tout ça, ça va être, est-ce que comme sur triathlon et en particulier sur Ironman, il y a des catégories pro ou c'est tout le monde open, tout le monde amateur? Alors, en swimrun, il n'y a pas de catégorie pro. Voilà, on est tous, tout le monde est amateur. Alors après en termes de palmarès, on a fait pas mal de podiums quand même sur des manches swimrunman. Voilà. Après sur des courses
Angèle parlait de classement général sur l'Anjou Swimrun, qui était quand même une belle course française au niveau national. On est À Angers. À Angers. On termine premier au général sur une course folle. C'était pour vous dire à quel point ma pâte de fruits, je devais la manger en nageant. Parce qu'on se disait, mais on peut perdre la course si on prend le temps de manger notre pâte de fruits en dehors de l'eau parce qu'on n'a pas le temps, quoi. Tellement c'était la bagarre. Et après, sur Otilo, Attends, excuse-moi, mais là, il y a quand même un truc qu'il faut que tu nous expliques, parce que comment est-ce que tu fais pour gagner du temps en mangeant ta pâte de fruits, en mangeant plutôt qu'en courant? Parce que, en fait, je l'ai sorti juste avant de rentrer dans l'eau, ma pâte de fruits. Et j'ai pas eu le choix. Si soit j'attendais. Ah, moi, j'étais déjà parti pour nager. Voilà, donc j'avais pas le choix que de la mâcher en nageant, quoi. Ah oui, ok, d'accord, dans ce sens-là, ok, d'accord. Ouais. Ah, je pensais que tu disais j'ai dû la sortir. Ah oui, non, pas en nageant, non. J'avais mis dans ma bouche juste avant. D'accord, mais de côté, t'étais encore en train de mâcher quand tu. D'accord. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent en triathlon que tu gagnes pas une course avec la natation, mais tu peux la perdre à cause de la natation. Mais alors en swimrun, c'est complètement exacerbé. C'est déjà si t'es pas un bon nageur ou si t'es pas à l'aise dans l'eau, tu peux aller te rhabiller tout de suite. Ouais, c'est vrai. En swimrun, c'est pour ça on s'est rendu compte vraiment que c'était des bons nageurs et que nous, il fallait vraiment qu'on bosse énormément la natation pour travailler notre point faible. Après palmarès sur Otilo, donc en 2021. On fait 3e sur la manche longue, donc Otilo World Series à Cannes. Cette année, on fait 2e sur cette même manche. Donc il y a l'Anjou Swimrun qu'on gagne. Sur Swimrunman, on a gagné cette année en mixte. Hein, on a gagné le Swimrunman de l'île de Vassivière. L'Afré, on fait 3e mixte cette année, 2e l'année dernière. Et puis à Otilo, sur la finale Otilo de Suède, notre meilleure performance, c'était donc cette année. On fait 8e mixte. 2e binôme français mixte. Ouais. Et surtout, là, parce que finalement, c'est aussi un petit peu un défi du chrono de notre équipe. On a gagné 40 minutes par rapport à l'année précédente, quoi. 45 minutes même. Donc, on était quand même assez contents et fiers du binôme cette année. C'est vrai qu'après, voilà, on s'est beaucoup sacrifié cette année sur les entraînements. On a charbonné, on s'est forcé à faire des enchaînements de dingo et on est hyper content parce que finalement cette année les résultats ont été à la hauteur de ce qu'on espérait et on espéra encore mieux ensuite, mais 45 minutes sur une durée totale de la course de combien? Donc cette année notre meilleur temps c'était 9h18. Okay. 9h18, on n'est pas loin de la durée d'un Ironman. Hein. Ouais. On est dedans complètement. Oui, après, c'est relatif et ça dépend ce qu'on vit, c'est clair. mais oui, non, tout à fait. C'est à peu près la même durée, quoi. C'est ça. Et en termes d'efforts sur le triathlon, vous étiez montés l'un comme l'autre jusqu'à quelle distance? Et est-ce que vous sauriez quantifier la différence entre l'effort sur triathlon plus ou moins long et swimrun? Alors Angèle, pour l'instant, elle est restée sur de l'Alf. Moi, j'ai fait Ironman avant de se lancer dans le swimrun. Je trouve que c'est vraiment des efforts différents. Enfin, c'est pas du tout les mêmes sensations parce que déjà t'as le vélo sur Ironman et c'est une autre dépense énergétique, une autre manière aussi de gérer sa course. Nous on a battu des mecs qui allaient chercher des slots à Hawaï très régulièrement sur des épreuves de swimrun. Parce que c'est même des pros, parce que c'est vraiment différent et demain on se met contre ces mêmes triathlètes là sur un triathlon, on se prend énormément sur le chrono, donc c'est vraiment deux efforts différents, deux préparations différentes. Nous on a vraiment mis de côté pendant ces préparations là d'Otilo, on a mis de côté le triathlon. Alors on en faisait mais des petits triathlons pour dire de s'amuser, mais on a vraiment axé sur la natation et la course à pied et cet enchaînement des deux disciplines en oubliant un petit peu le vélo. Mais ouais, moi pour avoir vécu la plus longue en triathlon et du coup le plus long en swimrun, c'est vraiment deux sports différents. Et il y a comment dire, c'est deux sports différents, tu l'as dit, c'est aussi deux sports qui sont enchaînés différemment et puis vous êtes deux, alors même si ça se développe de plus en plus le swimrun solo, vous êtes quand même deux, donc forcément
comment dire, l'émulation est totalement différente. Complètement, et ça part de l'entraînement, mais aussi à la compétition. Je suis pas sûr aujourd'hui que l'Otilo, je le ferai tout seul. Et je pense que pour Angèle, c'est pareil, parce que, ouais, comme tu dis, il y a l'émulation, il y a se lancer à 5 heures du matin, à moitié dans le noir, sur une course pareille. Tout seul, c'est pas tellement envisageable, quoi. Alors Faut qu'à le deux, vivre pour le ouais. comprendre, franchement. Et moi, pareil, ça peut être en binôme. Je suis pas sûre que je ferai un jour avec quelqu'un d'autre en féminine ou quoi, un swimrun, parce que on est une équipe, on a tellement l'habitude de courir ensemble, on se connaît par cœur. Enfin voilà, c'est des moments où vraiment, une fois qu'on a vécu ça, là, on sait et ça nous renforce. On n'a pas forcément besoin de ça, mais ça nous renforce encore plus. C'est vraiment à vivre. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas encore d'expérience en swimrun, il faut savoir nager, il faut savoir courir, il faut savoir le faire en équipe aussi. Il faut trouver le bon binôme. Enfin, je veux dire, être capable de tracter avec la longe, de savoir tu passes devant, je passe derrière. Enfin, tu vois, j'imagine que c'est un sport où il y a probablement pas mal d'engueulades dans les équipes. C'est sûr, On en croise et évidemment, Mais parce pas vous, que c'est évidemment. aussi. Non, nous, ça a été tout de suite comment dire, la règle. Dès le premier swimrun, on s'est dit c'est du plaisir. Pourtant, c'était un tout petit swimrun, mais il y aura que des encouragements et des mots d'amour sur la course. Parce qu'on se lance pas dans de telles préparations, dans de telles courses pour qu'on s'engueule au bout de 10 km et puis que finalement à la fin de cette course-là, on rentre en faisant la tête chacun dans notre coin, c'est pas du tout l'objectif. Et puis c'est du plaisir, du partage et enfin nous c'est vrai que c'était évident que ce soit à deux et que c'est évident à chaque course, c'est l'un avec l'autre, l'un pour l'autre et enfin Sport ça ne d'équipe, changera pas. clairement. Voilà. S'il y a des couples qui nous écoutent et qui aimeraient tenter l'expérience, vous leur recommandez quoi en termes de préparation? Parce que, alors déjà, peut-être partir du principe qu'on va pas se disputer, c'est peut-être déjà un bon départ. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner? Parce que j'imagine, vous vous entraînez en piscine avec une longe, vous allez enfin comment vous faites les transitions, tout ça? Vous avez découvert ça directement sur la course ou vous êtes quand même entraîné un peu avant? Alors sur le premier swimrun, on l'a découvert sur la course. Notre premier swimrun, on s'était un petit peu entraîné, mais voilà, vite fait 2 jours avant la course. Alors pour des débutants, En fait, c'est de tout, des entraînements que course à pied, des entraînements que natation et en fait quand la météo le permet, qu'il y a un plan d'eau, voilà, là, des petits entraînements type swimrun au début sans la longe parce que ouais, sincèrement au début sans la longe, de rester ensemble, prendre l'habitude de rentrer dans l'eau. C'est vrai que passer d'une position horizontale à une position verticale et ainsi de suite, au début on peut avoir la tête qui tourne. Donc c'est vraiment de s'entraîner et puis de se fixer un objectif au début, peut-être un petit objectif, un objectif réalisable pour prendre du plaisir pendant cette première course, pas voir trop gros tout de suite. Et puis il y a pas de raison que ça se passe pas bien, quoi. Ouais, puis je reviens encore sur le matos, mais je veux dire, nager avec des chaussures, on n'a pas forcément l'habitude. Courir avec des chaussures mouillées, on n'a pas forcément l'habitude non plus. Il y a peut-être d'ailleurs des chaussures qu'on recommande pour le swimrun plus que d'autres. Des chaussures qui vont sécher plus rapidement ou quoi? Pour des débutants, sincèrement, nous, notre première saison, on avait des baskets classiques. Certains disent même qu'il faut faire des trous. Nous, on n'avait rien fait du tout. Basket classique. Après, c'est vrai qu'on se rend compte quand on cherche un petit peu, il y a du matériel un peu plus évolué, plus léger, qui permet d'évacuer mieux l'eau. Ouais, en fait. Même si aujourd'hui en basket, là, en combinaison, il y a eu une énorme évolution ces dernières années, mais en basket, c'est resté très classique. Et finalement, avec une bonne paire de trails légère et voilà, qui est pas trop épaisse, faut pas partir avec des Gore-Tex en effet. Mais avec une paire de trails légère, tu peux très bien partir sur des longs swimruns et pas avoir de problème d'ampoule ou d'évacuation d'eau. Ouais, j'ai même envie de dire, parce que ça j'ai testé avec un copain, quand tu es habitué, encore une fois, les Five Fingers, notamment les Five Fingers en mode trail, c'est l'idéal parce que t'as pas besoin d'enlever les chaussures. En trail, ça passe bien parce qu'il existe des Five Fingers plutôt typés trail. Et puis, moi, mon premier swimrun, j'ai fait des trous dans les chaussures et je me suis vite rendu compte, non pas que ça marchait pas bien par rapport à l'évacuation de l'eau, mais par rapport au sable qui rentre et au sable qui ne s'évacue pas. Donc, finalement, je déconseillerais les trous dans les chaussures et plutôt
plutôt partez, comme vous l'avez dit, quoi, sur les chaussures avec lesquelles vous avez l'habitude, plutôt légères. Et si c'est un swimrun plutôt, et si c'est un swimrun plutôt typé trail sur la partie course à pied, partez plutôt avec des trails assez légères. Voilà. Vous nous avez dit que donc Otilo 2 fois, avec la deuxième fois bien mieux, en tout cas pour vous, que la première. Vous êtes bien content, vous avez fait un podium, vous avez pris la deuxième place. Comment est-ce qu'on prépare ça d'un point de vue logistique, organisation, finance? Parce que déjà des swimruns, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas non plus partout. Quand on habite à Clermont-Ferrand, c'est peut-être plus difficile que d'en trouver que quand on est même dans le nord, mais au bord de la mer ou dans le sud du côté de Cannes. Et notamment le swimrun France, si je ne m'abuse, il est à Cannes. Enfin, la manche qualificative pour Otilo est à Cannes. Donc comment est-ce qu'on gère d'un point de vue budget pour aller se rendre sur les différentes courses, pour se qualifier, et une fois qu'on est qualifié, pour aller jusqu'en Suède, parce que c'est pas le genre de billet d'avion qui coûte peu cher pour y aller. Alors nous on a très vite compris en effet que, comme tu dis, il allait y avoir un budget à gérer, et que il fallait trouver un moyen de baisser les coûts. Donc très rapidement, quand on a réussi à faire des petits résultats, on a essayé de se faire aider, donc avec du sponsoring. Alors on a démarché un peu comme quand tu ouvres ton petit club et que tu vas chez le boulanger du coin pour un premier sponsoring. Là on a démarché un petit peu à droite à gauche, et puis on a eu la chance aussi nous d'être suivis par le département, donc qui nous a vachement aidé sur nos deux voyages à Otilo. Ils nous finançaient tout Otilo, quoi. En gros, le département du Nord. Donc, là-dessus, on les remercie encore, parce que ça a été, c'est comme vous le dites, c'est un sacré coup, quoi. Et voilà, donc on a fonctionné comme on fonctionne quand tu crées ton association et que tu veux aller chercher un petit peu de sponsoring, et voilà. Après, on a fait aussi pas mal de courses locales ou à moins de 3 heures de route. Il y a 2 swimruns en Belgique. Nous, dans le Nord, on en a 2-3. En Picardie, on aime bien en fait aussi aller sur des courses comme ça, des courses un peu plus familiales, locales. Et puis, par rapport à Swimrunman, en fait, chaque année, ils font un classement Swimrunman France, où, même chose, chacune de leurs courses permet de rapporter des points. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on est deuxième de ce classement-là. Oui. Et donc, quand on est deuxième, on remporte un dossard pour l'Otilo Cannes, plus 3 dossards pour les 3 Swimrunman l'année suivante. Donc, c'est vrai qu'on a la chance, depuis 2 ans, du coup, d'avoir déjà le dossard pour le Swimrunman et pour l'Otilo Cannes. Donc, finalement, il nous reste... nous, quand c'est ça, on se dit on part en vacances en même temps. On va pas uniquement pour la course. Mais donc, du coup, on descend en même temps pour se faire quelques jours de vacances. Mais en se disant qu'on a déjà pas le dossard à payer là-dessus. C'est vrai que c'est un peu plus accessible. Tout à l'heure, vous avez parlé un petit peu d'Hawaï et notamment des slots, des qualifs qu'on va chercher pour Hawaï. En général, on cherche un slot soit en tout début d'année pour aller à Hawaï, qui, rappelons-le, est le deuxième week-end d'octobre. Donc, ça laisse un bon moment dans l'année pour récupérer, se réentraîner et être prêt pour aller à Hawaï. Sur le swimrun, comment ça marche pour aller jusqu'à Otilo? Est-ce que on se qualifie encore 15 jours, 3 semaines avant pour pouvoir aller jusqu'à Otilo de l'année dans laquelle on s'est qualifié, ou est-ce qu'on se qualifie éventuellement pour les années d'après? Alors, on laisse de côté le Covid et toutes les histoires de report de courses, etc. Et puis, alors je sais que je pose beaucoup de questions, mais le corollaire à ça, c'est autant 2 Ironman, on a un petit peu du mal à les enchaîner, donc ça se comprend aussi qu'on se qualifie plutôt en début d'année, voire au deuxième trimestre de l'année pour aller jusqu'à Hawaï. Des swimruns, à votre avis, on peut en enchaîner combien quand c'est des distances ultra dans l'année? Tout dépend de l'âge. Alors, déjà pour la première question, tu peux en effet te qualifier. Je crois que c'est une Gadine la dernière. La dernière, en effet, c'est la manche suisse, qui est au mois de juillet. Et Otilo, c'est au mois de septembre. Donc, arrivé à ce moment-là, tous ceux qui sont sur la course et qui ont déjà leur slot laissent la place du coup au suivant, comme sur Ironman. Et la première, c'est à Cannes, je crois. Oui. À Cannes, où c'est là où tu peux aller chercher tes premiers slots pour l'Otilo. Mais où du coup, personne n'a encore son slot, donc. Voilà, il peut y avoir du monde. Et donc à Cannes, c'est la bagarre, et après en Gadine, un peu moins. Ouais, après ça dépend des ans. On a vécu des saisons Covid aussi, donc. Puis ça dépend des années. C'est-à-dire que on sait que les Suédois sont très chauds en swimrun. S'ils ont décidé de venir à Cannes, voilà, on sait que ça va être un peu plus compliqué. Mais s'ils sont pas là, les cartes sont un petit peu.
Voilà, ça dépend vraiment du déplacement des athlètes en général. Et pour répondre à ta deuxième question, concernant l'enchaînement des swimruns, nous, ça fait 2 ans, et c'est ce qui est plutôt fou, et c'est passé, on prenait ce risque-là. Ça fait 2 ans donc on faisait la Belgique, c'était quoi, 2 semaines avant Tilo? Une semaine, On, 8 jours. on fait 8 jours avant l'Otilo, un ultra en Belgique Et swimrun. qui fait, je sais plus. Oui, alors on fait le swimrunman de Lafray avec le vertical, donc fin août. La semaine d'après, on faisait un ultra en Belgique qui faisait 30-40 km de swimrun. On partait à Otilo la semaine d'après, donc les jambes toujours en forme. Et c'est là où le corps humain, des fois, voilà. On fait Otilo et le week-end d'après, on fait le swimrun de Beauvais, une petite course locale, un format M. Et on prend plaisir à y aller, on a encore des jambes. Alors voilà, après ces 4 semaines-là, on se prend souvent un petit temps de récup, mais tu vois, on a l'impression que cette adrénaline là d'avant-course, de pendant et d'après-course, elle dure pendant limite un mois, et ça nous a permis là sur 2 ans d'enchaîner à chaque fois ce petit périple autour d'Otilo. Et puis en fait, c'est 4 courses qui nous tiennent à cœur et on n'a pas envie forcément d'en louper une pour se dire, bah ok, on aura un tout petit peu plus de jambes sur celle-ci. Ouais, c'est vrai que ça nous tient à cœur. Après, comme la Belgique, c'est toujours une course du samedi et Otilo du lundi, on a quand même 9 jours, Ouais. 9 jours de battement. Et puis ça rappelle tous tes automatismes là. C'est comme quand avant un examen, tu vas réviser, relire tes petites fiches. Bah c'est exactement pareil avant Otilo. On revoyait un petit peu tous les automatismes du swimrun, et ça Sur un permet. effort 2 fois moins long, quoi, Ouais, du coup. c'est ça. Bon alors, je voudrais quand même revenir sur votre job à la base. Hein, vous êtes prof de sport. En septembre, c'est censé être la rentrée. Donc, comment vous gérez avec les élèves, avec On a de la chance. le collège, avec l'administration, avec le rectorat, etc. C'est déjà négocié, ça, ils font partie de vos sponsors? Oui. Non, nos chefs d'établissement, non, sont très conciliants, et en même temps, c'est aussi un petit peu l'image de l'établissement d'avoir des profs de PS qui évoluent sur ce genre de compétition. Donc, à chaque fois, on a eu l'accord du chef d'établissement. Voilà, on rattrape les heures s'il faut, mais ils comprennent parfaitement. Ils sont vachement contents pour nous. Ils suivent ça avec beaucoup d'attention le jour de la course. Donc, bah oui, on rate en tant que prof, on rate la rentrée du coup, et on revient juste après la rentrée. Mais On a de la chance d'avoir des chefs sportifs des deux ouais, côtés voilà, et c'est ça donc aussi, ils qui comprennent. comprennent aussi. Et puis après, voilà, c'est du donnant-donnant. Nous, On se dès rend le dispo. mardi, donc la course c'est le lundi, dès le mardi, on est rentré pour être face aux élèves le mercredi. Et puis voilà, nos chefs savent qu'ils peuvent compter sur nous. Dans l'année, on est au maximum, on est toujours présents. Ils savent que s'il y a besoin d'un coup de main à un moment donné, ben, ils peuvent nous solliciter. Et ça semble juste normal qu'on leur rende ça aussi pour la petite fleur qu'ils nous font en début d'année, nous laisser partir. Ouais, pour revenir sur ce que disait Pierre-Louis, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça me donne une bonne image de l'établissement, de savoir qu'on a des profs de sport qui sont eux aussi sportifs. Je pense que ça permet aussi d'ouvrir la discussion avec certains élèves qui des fois, on a tous été élèves, on s'est tous dit putain, c'est qui ce prof ou cette prof de sport ou dans telle matière qui nous parle de choses que certainement il connaît pas. Bon, alors peut-être que les profs de français ou les profs de maths c'est différent, mais en tout cas c'est souvent ce qui ressort de certains profs de sport. Donc là au moins vous en plus vous montrez le bon exemple. Ça m'ouvre à une question que j'avais déjà posée à certains de vos confrères qui ont un podcast qui s'appelle Nipédu. Et là on sort un petit peu de la ligne éditoriale habituelle du podcast Devenir triathlète, mais vu que vous êtes prof, j'aimerais savoir pour vous quel est l'impact du sport sur le développement des enfants et notamment l'enseignement des enfants, et inversement quel est l'impact de l'enseignement dans le sport et dans l'attitude sportive. Vous avez 4 heures. Vaste sujet. Alors, bah non, mais c'est une très bonne question, hyper actuelle. Après, nous, c'est très différent. Ouais, alors en effet, déjà on vit, Angers est dans un bahut, un établissement difficile qu'on appellerait plus, donc voilà, avec des gamins plus durs. Et moi, je suis plutôt dans une population favorisée où j'ai pas trop de problèmes sociaux, mais dans les deux cas, l'impact du sport est immense. Et je veux dire, c'est une question sociétale dont on parle tous les jours. Je te laisse rajouter, mais Nous, on cherche vraiment à ce qu'ils développent un habitus santé, qu'ils prennent cette habitude de prendre soin de leur santé, de prendre soin d'eux, de leur donner le goût du sport, le goût de l'effort.
Et c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de proposer une pédagogie nouvelle ou des activités nouvelles ludiques pour leur donner cette envie de en fait faire du sport sans trop se rendre compte de l'effort. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de dire ouais, les jeunes, ils ont pas envie de faire du sport, ils sont pas motivés, ils font des jeux vidéo et compagnie. Mais enfin, nous, on le vit en tout cas dans nos cours quand tu proposes des contenus nouveaux, des disciplines nouvelles, une approche différente. Et ben, les gamins sont motivés et pratiquent et voire même reproduisent chez eux. Je vais prendre un exemple bête, mais là, en ce moment, on enseigne du cross-training. Donc ça on le fait dans le cadre de l'EPS, mais ils ont accès à tout ce qu'on leur fait faire, ils l'ont accès encore chez eux, donc il y en a beaucoup qui reprennent justement tous ces exercices, tout ce qu'on leur met à disposition et qui reproduisent chez eux avec la famille ou tout seul, quoi. Donc Et ce qui est super, c'est qu'on a beau être dans 2 établissements différents, et ben nos gamins dans les 2 établissements ont besoin de ça et on peut proposer même des fois les mêmes choses. Et ça qui est hyper riche, quoi. le sport, c'est vachement universel. Il y a pas de. Et puis on a aussi la chance, même chose, d'avoir des installations et des moyens dans nos établissements. C'est-à-dire que Pierre-Louis, l'année prochaine, il peut ouvrir lui une section triathlon. Moi, j'emmène tous les vendredis en UNSS un groupe de 15 élèves pour aller à la piscine. C'est le collège qui paye la piscine, on y va en bus et vraiment sur un temps en plus. Donc voilà, les volontaires qui veulent faire de la natation en plus, ben c'est possible dans leur emploi du temps. Donc c'est vrai que tout ça, ça permet de faire en sorte que les élèves puissent prendre goût au sport et comprendre que le sport, c'est l'école de la vie, quoi. Bon, finalement, vous formez la relève. Est-ce que vous avez un œil aiguisé aussi et puis vous essayez de repérer les futurs swimrunners et swimrunneuses de la région? Alors ça, on le voit, oui, moi je le vois un petit peu par rapport à ma future section triathlon et puis aux élèves qui sont dans des clubs de triathlon, on le voit. Maintenant, franchement, même si demain on repère un profil nageur, coureur, etc., on va pas l'embêter maintenant avec du swimrun. Je trouve que c'est bien plus intéressant pour lui d'aller toucher un petit peu à des aquathlons, à des triathlons, des run and bike, faire un petit peu de tout, et puis un jour peut-être se dire je vais tester un swimrun et je vais prendre du plaisir dessus. Voilà, mais ça n'empêche qu'on organise par exemple un swimrun scolaire tous les ans au mois de juin, et donc à chaque fois c'est 100% découverte pour les élèves parce que c'est pas du tout dans les disciplines enseignées en EPS. Et les gamins prennent énormément de plaisir à faire un petit swimrun scolaire, et voilà. Donc on essaye un petit peu d'intégrer tout ça, mais on va pas aller chercher des gamins pour dire toi faut que tu fasses du swimrun, tu vas être très fort. Non. Nous c'est vrai qu'on leur dit si certains deviennent champions aux Jeux Olympiques, ok, mais nous c'est pas notre objectif premier, c'est vraiment de les éduquer en nous appuyant sur des activités physiques et sportives. On veut vraiment faire d'eux des citoyens qui sauront vivre dans la société, prendre soin d'eux et qui feront du sport encore après le cursus scolaire. C'était beau ça, non? Waouh, c'est beau. Tu l'as dit, tu as parlé de Jeux Olympiques. Le swimrun n'est pas aux Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas en Belgique de quelle fédération ça dépend. Est-ce que ça dépend de la fédération de triathlon? Et encore, il y a 2 fédés en Belgique. En tout cas, en France, ça dépend de la FF3, de la Fédération française de triathlon, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez entendu dire que peut-être un jour, il y aurait des possibilités que ça passe aux JO? Parce que c'est quand même relativement spectaculaire. Alors après, il y a une question d'installation, une question de parcours, etc. Mais ça pourrait être aussi sympa, ça, au JO, non? Ça pourrait être sympa. Maintenant, je suis pas sûr que ça... Là, en effet, comme tu dis, la Fédé est en train de reprendre un petit peu le flambeau et de développer tout ça au sein des clubs et des territoires. Maintenant, je suis pas sûr que... Enfin, je vais prendre un exemple de certaines épreuves de VTT sur des Jeux Olympiques où c'est... Tu vois, l'esprit nature n'est plus très très présent. J'ai peur que demain, si on organise un swimrun j'en sais rien, je sais pas où, mais dans le cadre des Jeux Olympiques, on soit plus trop dans l'esprit vraiment 100% de nature, découverte, on gère ses ravitaux, ce qu'on vit sur des ultras aujourd'hui, quoi. Faut trouver le bon endroit, quoi. Ouais. Et puis c'est tout comme le trail. Le trail, c'est vrai que c'est une discipline qui s'est vachement développée. Et énormément de monde aujourd'hui pratique du trail. Il n'y a pas de trail aux Jeux Olympiques.
pour l'instant. Non, mais c'est quelque chose qui effectivement est peut-être Pas encore, mais c'est en discussion. Oui, c'est ça. C'est peut-être plus en discussion le swimrun. Je Ouais, pense qu'on c'est n'a pas vrai. encore le temps. C'est Ouais. quand même un sport qui est relativement récent. Mais c'est vrai qu'il y a un débat effectivement sur le trail. Est-ce que le trail verra un jour sa place aux Jeux Olympiques? Bon, c'est vrai que c'est quelque chose c'est quand même une discipline qui se pratique beaucoup, comme vous l'avez dit. Donc on pourrait l'imaginer. Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait dans l'esprit un peu nature du trail. Et puis bon, qui dit Jeux Olympiques, qui dit discipline olympique dit aussi standardisation du sport. Donc voilà, c'est le débat. Peut-être un jour, on verra. Ouais. On sera trop vieux. On a l'habitude dans ce podcast de terminer un petit peu avec une question qui est comment devenir triathlète. Alors pour vous, on la pimpe un peu, mais à votre avis, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, comment devenir swimrunner? Est-ce que déjà il faut commencer par se trouver un binôme? Ça dépend comment vous voulez vivre votre expérience de swimrunner, parce qu'il y en a qui deviennent swimrunner en démarrant par curiosité sur un format solo et qui sont hyper ravis de le découvrir de cette manière-là. Maintenant, nous, on a eu la chance, parce que faut aussi se le dire, on a eu la chance de pouvoir le vivre au sein de notre couple et de cette manière-là. C'est clair que on ne saurait que vous conseiller de le vivre en binôme, parce que c'est une expérience aussi humaine au-delà de l'expérience sportive. Mais voilà, on le devient parce qu'on a envie de partir sur une aventure sportive, à la fois en traversant des lacs ou de la mer ou des points d'eau, et puis à la fois en courant et en étant pas enfermé dans un circuit répétitif, quoi. Donc voilà, je pense qu'on le devient parce qu'on a envie de voir un petit peu autre chose et de découvrir des circuits nouveaux, quoi. Ouais, dans des paysages paradisiaques, quoi. Enfin, franchement, Très souvent, ouais. Essayez, tentez l'expérience et vous serez pas déçus. Même en Gadine, même au Tilo, sous la flotte, sous la grêle, sous la neige, ça reste paradisiaque? Ah non, sur le moment, tu vas pester un petit peu, mais dans tous les cas, je veux dire, rien que de toute façon l'avoir fait et être à l'arrivée, ça rattrape toutes les galères d'une course. Et ça, c'est dans beaucoup de sports. Ouais, c'est le fameux syndrome de l'Ironman. Tu Voilà. sais, t'es dedans, tu dis mais qu'est-ce que je fais là? Mais plus jamais, plus jamais, plus jamais. Puis tu passes la ligne, t'as même pas encore franchi le deuxième pied avec la ligne. Tu dis bon allez, c'est quoi lequel le prochain? Ouais. C'est ça. Super, merci beaucoup Angèle et Pierre-Louis. Pour terminer, où est-ce que on vous retrouve? Où est-ce qu'on suit vos aventures? Alors, on est un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. On a une page. Une page Instagram, Voilà. donc c'est Team Web, parce qu'on habite dans les web. Envol, nu swimrunner. C'est un peu compliqué, mais Ouais. les web, c'est parce que on est aussi au Triathlon Club des web. Envol, parce qu'on est bien suivi par Envol et Nicolas Ramirez, qu'on remercie une nouvelle fois. Et nu swimrun, parce que c'est notre partenaire d'équipement. Donc les combinaisons qui sont vraiment incroyables et qui nous a fait confiance dès le début. Donc c'est pour ça, Team Web Envol, nu swimrun. Et puis après, sinon, sur le compte de l'un ou de l'autre, Oui. Pierre-Louis Sénéchal, Angèle Duhem, on a accès aussi à cette page-là. Ouais, on remettra le lien vers la page Instagram dans les notes de l'épisode. Et puis, je confirme, c'est souvent Pierre-Louis qui répond plus vite qu'Angèle. Donc, je note pour la prochaine fois, contactez plutôt Angèle sur son compte perso. Quelle est votre prochaine course peut-être quand même, si on veut suivre ça? Alors là, on a démarré une nouvelle course qui est un peu plus personnelle, parce qu'Angèle est enceinte déjà depuis 4 mois. Félicitations. Donc, Juste après aussi. Merci. Donc là, on fait une petite pause de ce De fait 5 mois. sur les courses. Alors oui, je peux te dire que Au moins. tous les jours, j'entends que la reprise d'Angèle est prévue en fait, on espère pouvoir reprendre en septembre. Ok. Parce que on veut retourner à Otilo en 2020. Ouais. Donc cette année 4. pas d'Otilo, mais 2024, on aimerait bien redescendre notre chrono encore d'une vingtaine de minutes. Et puis- si cette année, dans le meilleur des mondes, ce qui serait merveilleux, c'est qu'on puisse faire à nouveau le classique de l'Afrique, peut-être pas le format vertical fin août, mais c'est vrai que si d'ici là j'ai récupéré, ça pourrait être cool, parce qu'on n'a jamais loupé cette course de nos débuts, donc ça pourrait être une bonne petite course en reprise après la grossesse. Génial. On vous le souhaite. Merci. Merci.
C'est des sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais c'est vrai qu'il paraît que le corps de la femme est encore plus, arrive à se transcender encore plus pendant une grossesse. Et donc, moi, je connais des femmes qui ont été enceintes et qui étaient sportives, qui ont fait du sport jusqu'à 15 jours avant d'accoucher. Alors, je dis pas d'aller faire un swimrun, hein, c'est peut-être un peu violent, ou un Ironman, mais voilà, j'en connais qui couraient encore des marathons 15 jours avant d'accoucher. Donc, écoute, je te souhaite que ça tienne bon et puis que la récup soit aussi bonne. Et puis, après, il faudra voir. Est-ce qu'on pourrait pas inventer le swimrun en famille, papa, maman et le petit, les trois longés, transformer une embarcation avec un siège auto mais qui serait un siège bateau, enfin c'est pas, il pourrait y avoir des trucs marrants. Ouais, on a déjà testé, parce qu'on a 2 chiens, on a déjà fait beaucoup des séances en eau libre avec les 2 chiens dans une petite barque sur des longues natations, et ça marchait plutôt bien, donc on testera aussi avec bébé très certainement. Bon, écoute, bon courage. Moi, je passerai du côté de chez vous au mois de mai. Alors, du congé, je te proposerai pas de venir courir avec moi, mais Pierre-Louis, si ça te dit de faire quelques kilomètres, je pars de Dunkerque et je vais jusqu'à Menton. Donc, on devrait bien réussir à faire quelques bornes ensemble. Avec plaisir, vraiment. Et on viendra avec du monde. Ah, super, génial. Et merci à tous les deux. On vous souhaite bonne continuation. Beaucoup. On vous dit à très bientôt. Et puis Olivier, à la semaine prochaine. Yes, parfait. Plein de bonnes choses à vous deux, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ciao. Au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.